Première chose, je vais d'abord faire un rappel sur ce que j'avais déjà expliqué l'an dernier, mais vous n'étiez pas tous là. Mais il faut que vous sachiez que Lise aime beaucoup m'entendre pour les séances inaugurales. Donc je vais vous redire quelques éléments importants sur l'obligation d'évaluation socio-économique en France. Et puis après, je vous présenterai effectivement le rapport de l'Inspection générale des finances qui est sorti en décembre 2016 pour que vous sachiez un peu de quoi on parle. Il y a une loi du 31 décembre 2012 qui a instauré en France l'obligation d'évaluation socio-économique préalable pour tous les projets d'investissement civil. La défense, on n'en parle pas. Vous voyez que les établissements publics de santé sont explicitement cités, donc il n'y a pas d'ambiguïté pour savoir si les établissements publics de santé sont ou non des établissements publics, ils sont expressément visés. Ce que cette loi dit, c'est que l'évaluation est obligatoire, et elle précise simplement que si certains seuils sont atteints, le CGI doit procéder à une contre-expertise de cette évaluation. Autrement dit, il y a un mécanisme qui vérifie que l'évaluation est faite et qui vérifie sa qualité. Donc, c'est mon job. Alors, postérieurement à cet article de loi, il y a un décret qui est sorti pour préciser un peu ce que le CGI faisait. Il y a une petite difficulté, c'est qu'il est sorti après la circulaire Coppermo, donc il y a quelques incohérences entre la circulaire Coppermo et notre décret. Ça va rentrer dans l'ordre relativement rapidement. Donc évidemment, le décret précise un peu le champ d'application, et puis il y a deux chiffres magiques, il y a deux seuils. Il y a le seuil de 20 millions et le seuil de 100 millions. En dessous de 20 millions de financement apporté par l'État ou ses établissements publics, on est extrêmement pudique. L'évaluation socio-économique est réputée faite, mais personne n'a le droit de la réclamer. Bon, on sait qu'elle n'est pas faite. À partir de 20 millions d'euros, les ennuis commencent. Première chose, dès qu'on commence à étudier le projet, on doit le déclarer à un inventaire annuel des projets qui est tenu par le CGI. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? À repérer le montant de projets sur lesquels on est en train de rêver, donc l'ampleur de la bulle, et puis à repérer aussi les projets qu'on devrait un jour voir en contre-expertise. Deuxième seuil, à 20 millions d'euros, il y a aussi une autre conséquence, c'est qu'on est censé matérialiser l'évaluation socio-économique par un dossier d'évaluation socio-économique. Et le décret définit le cahier des charges de ce dossier d'évaluation socio-économique. À compter de 100 millions d'euros, là les ennuis commencent vraiment, puisqu'on doit adresser son dossier d'évaluation socio-économique spontanément au CGI pour le soumettre à une contre-expertise indépendante. Indépendante, ça veut dire qu'on peut proposer des experts, mais que c'est le CGI qui choisit les experts. Comment vous dire, c'est pas accueilli avec grand enthousiasme au départ. Et puis, le rapport de contre-expertise, il est suivi d'un avis du CGI, qui est ensuite transmis aux porteurs de projet, théoriquement, on y reviendra, aux ministres concernés et au Premier ministre. Et si jamais l'avis est défavorable, c'est le cabinet du Premier ministre qui doit prendre ses responsabilités pour décoincer le projet. À moins que le porteur de projet ne se ravise et fasse quelque chose de plus raisonnable. Dans ce décret, il y avait aussi le bouton autodestruction posé, puisque ce décret précise aussi qu'il y a une évaluation triennale de la procédure d'évaluation, pour vérifier qu'elle sert à quelque chose, qu'elle n'est pas trop coûteuse, et qu'elle améliore globalement la politique d'investissement de la France. Alors comme on est au quotidien en train de dire à des ministères, vous allez voir, on va vous trouver des experts indépendants, vous ne les connaissez même pas, et ça va être le bonheur, et vous regardez votre dossier et tout va bien se passer. On n'a pas eu à cœur, on n'a pas osé dire qu'on allait faire une auto-évaluation pour dire qu'on était formidable et qu'on faisait un travail génial. Et donc, on s'est mis au défi, on a demandé à l'Inspection générale des finances d'employer les moyens qu'elle souhaitait pour faire une évaluation de notre procédure. Pour vous dire qu'ils m'ont fait travailler. Alors, juste un petit rappel, qu'est-ce qu'une évaluation socio-économique? C'est une démarche qui est commune à tous les secteurs, qui n'est pas du tout spécifique aux hôpitaux, très habituelle depuis plusieurs dizaines d'années dans le secteur des transports, mais moins répandue ailleurs que le secteur des transports. Ça consiste à chiffrer en euros les coûts et les bénéfices pour toutes les personnes ou toutes les catégories d'acteurs impactés par le projet,
et vérifier que, globalement, la somme actualisée des bénéfices dépasse la somme actualisée des coûts. C'est assez raisonnable de se dire on veut vérifier que le contribuable a de bonnes raisons de vouloir dépenser pour ce projet. Alors, il y a un certain nombre de règles de calcul qui sont progressivement étendues pour pouvoir mener ce calcul de façon la plus homogène possible, quoique c'est quand même un lointain avenir. Même dans le domaine des transports, le ministère n'est pas très vigilant et laisse la SNCF, les directions régionales ou la Société du Grand Paris employer des hypothèses extrêmement diverses et des méthodes extrêmement diverses. Donc l'idée d'homogénéité, pour pouvoir comparer, c'est un objectif, c'est une cible. Comment est-ce que ça commence une évaluation socio-économique? La première question qu'on doit se poser, et c'est une question complexe, c'est définir l'option de référence. Essayer de comprendre ce qui se passerait si on ne faisait pas le projet. Dans un hôpital qui commence à avoir des problèmes de sécurité incendie ou d'amiante, ça veut dire, à minima, si on ne reconstruit pas, il faut au moins réhabiliter pour pouvoir continuer l'activité. Et c'est très coûteux. D'accord ? Donc la situation de référence, ce n'est pas zéro coût, comme le budget essaye de le croire, c'est les coûts minima pour arriver à maintenir l'activité. Ensuite, une fois qu'on est arrivé à définir l'option de référence, on définit l'option de projet, ça c'est plus facile. En général, il y a tout ce qu'il faut. La question ensuite, c'est d'énumérer toutes les catégories d'acteurs concernés. Donc il y a les usagers de l'hôpital, il y a les personnels de l'hôpital, il y a les riverains, il y a les établissements concurrents, y compris privés, il y a la puissance publique, parce qu'il peut y avoir des conséquences fiscales, etc. Et donc, au lieu de se limiter, comme le budget le fait, et comme le ministère de la Santé a malheureusement tendance à trop le faire, au lieu de se limiter uniquement aux conséquences financières pour l'hôpital, on a une visée plus large, puisqu'on ne regarde pas uniquement les échanges d'argent, et on ne regarde pas uniquement le porteur de projet. Un exemple d'effet externe qu'on regarde, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Si votre nouveau bâtiment est moins énergivore, vous émettez moins de gaz à effet de serre. Ça, pour les économistes, c'est très facile. On a une valeur de la tonne de carbone et on sait très facilement valoriser ça. D'accord ? En revanche, pour le budget de l'hôpital, la seule chose qu'il verra, c'est la diminution de ses factures d'énergie. Mais au-delà de ça, il y a un effet bénéfique de la moindre émission de gaz à effet de serre, et ça, l'économiste sait le valoriser. Bon, et bien tout ça, on le synthétise ensuite sous la forme d'une vanne socio-économique, et ça permet de se poser des questions et de vérifier que, dans le meilleur des mondes possibles, les bénéfices excèdent les coûts. Je vous rassure que ce n'est pas toujours le cas. Mais ça interroge, hein. Quand on tombe sur un projet avec une vanne négative, comment vous dire, on a des états d'âme. Donc, pour les projets hospitaliers, que se passe-t-il? Les projets hospitaliers, il y a une démarche d'évaluation qui préexistait avant la loi du 31 décembre 2012, qui se renforce progressivement, qui est très cadrée grâce aux nombreux référentiels que propose l'ANAP en matière d'investissement hospitalier, d'organisation des soins, etc., etc. Mais ce n'est objectivement pas encore une évaluation socio-économique complète à la décharge du ministère de la Santé. Aucun autre pays européen ne fait d'analyse coût-bénéfice complète sur des projets d'hôpitaux. Même la BEI, qui a tendance à faire beaucoup d'évaluations socio-économiques, a plutôt tendance à regarder les coûts et à avoir des indicateurs sur les bénéfices et se contenter de ça. Donc peut-être que l'objectif d'une analyse coût-bénéfice complète, il est extrêmement lointain. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les dossiers qui sont examinés par le COPERMO, qui est le comité interministériel, qui regarde les gros projets? Il y a un cadrage très fin des projections d'activité. On s'appuie sur le contexte démographique et l'offre territoriale de soins. Il est absolument évident que si vous venez d'accorder à une clinique de se reconstruire pile en face de l'hôpital, l'histoire de l'hôpital ne va pas être tout à fait exactement la même. Et la patientèle ne va pas être tout à fait exactement la même. Donc on a besoin à la fois du contexte démographique pour comprendre l'évolution de la population et de l'activité, mais aussi l'offre territoriale de soins. Il y a une vérification du réalisme du dimensionnement en lit, en place, en surface et en coût. Disons que si on est un peu plus sérieux, c'est que par le passé, sur Hôpital 2007 et 2012, il a été démontré qu'on était extrêmement généreux, qu'il y avait normalement une grille d'analyse des projets, mais qu'en fait il suffisait de déposer un projet pour avoir un financement.
et que globalement on avait créé trop de lits en France. Donc on essaye d'éviter et de progresser. Et puis il y a une projection financière pour le budget de l'établissement pour vérifier le respect de ratios à respecter. Il n'y a pas de vanne socio-économique calculée, mais chose tout à fait intéressante, il y a une vanne financière qui compare le coût de la construction ou de la réhabilitation et les économies qui vont être envisageables. Très souvent, dans une réorganisation, on va augmenter la part de l'ambulatoire. Le même patient traité par ambulatoire rapporte davantage de recettes à l'hôpital que le même patient hospitalisé. Donc c'est gagnant pour l'hôpital. On va aussi regarder ce qui va se passer du fait qu'on va optimiser la taille des unités de soins. Dans des hôpitaux où vous avez des murs qui empêchent qu'il y ait plus de 10 lits traités par une infirmière, on n'arrive jamais à optimiser la taille de l'équipe et l'infirmière n'est pas occupée toutes les minutes de ces 35 heures. Donc on voit bien que si on arrive à pousser les murs et à organiser des unités de soins de 28 à 30 lits, on arrive à mettre une équipe optimisée. Au passage, je suis en train de dire que l'on arrive à licencier beaucoup de personnes et qu'une bonne part des coûts des projets d'investissement sont compensés par des licenciements. Des gains de productivité, ça s'appelle des licenciements. Les progrès qui sont à envisager pour le CGI, c'est de mieux définir l'option de référence, c'est déjà le premier préalable pour qu'on puisse se poser des questions, et de mieux énoncer les effets bénéfiques ou maléfiques pour les différents acteurs. En particulier, il y a une question qu'on se pose de façon récurrente, c'est sûrement gagnant pour l'hôpital de faire davantage d'ambulatoires. Est-ce que c'est gagnant pour l'assurance maladie ou la sécurité sociale de faire plus d'ambulatoires? Pour le moment, je n'ai pas trouvé d'études convaincantes. Il y en a peut-être. Si vous en connaissez une, elles m'intéressent. Les constats de l'Inspection générale des finances. Alors, en synthèse, je vais me faire plaisir. En 3 ans, les progrès réalisés en matière d'évaluation socio-éco des projets d'investissement public sont réels. Le bilan est positif, il est directement lié à l'efficacité du CGI, qui avait des moyens limités en personnes et en budget. Les personnes, on est 2. Le budget, c'est 0. A obtenu des résultats tangibles. Donc, il y a un certain nombre de grandeurs qui nous sont données. Il y a plus de 500 projets qui sont déclarés à l'inventaire tous les ans. Ça veut dire qu'on recueille plus de 500 fichiers Excel qu'on crunch dans une base de données. Il y a environ 15 contre-expertises par an, mais le rythme est très variable et le cycle électoral se sent très fortement. Et puis, troisième constat, le CGI a trouvé sa place aux côtés de France Stratégie, qui est historiquement l'organisme qui fait les méthodes d'évaluation socio-économique, aux côtés du CGEDD, qui a une longue pratique sur l'évaluation socio-économique des projets de transport, et aux côtés de la DG Trésor, qui, évidemment, à côté de la politique économique de la France, s'occupe aussi d'évaluation de projets. La DG Trésor a des états d'âme sur le Lyon-Turin ou le canal Seine-Nord, par exemple. Il se mêle aussi de grands projets. Deuxième constat, une partie des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du décret peut être résolue à droit constant. Il y avait une question qu'on avait posée explicitement à l'IGF, c'est l'article de loi, il est un peu ambitieux, il ne sera jamais complètement appliqué. Donc, est-ce que c'est pas gênant d'avoir un article de loi un peu enthousiaste? Et puis, on a un décret qui a été l'objet d'une longue négociation, donc il est peu lisible, peu clair, et il y a des marges d'interprétation qui permettent à certains juristes extrêmement inventifs de se faufiler et d'échapper au CGI. Donc, leur position, c'est qu'il ne faut pas changer ni la loi ni le décret, mais qu'en revanche, il y a moyen de nous aider en mettant au moins une circulaire pour limiter les dégâts. Donc, pour le moment, il constate que l'inventaire est incomplet et que c'est dommage, il jouera vraiment son rôle le jour où il sera complet. Je vous en parlerai pour les hôpitaux. Le rôle de l'évaluation socio-économique et des contre-expertises, il constate qu'il est encore très limité dans la prise de décision et qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où on se débarrasse du truc. On a avis du CGI favorable avec réserve, on mémorise le favorable, les réserves, on les passe vite sous le tapis. Et donc, pour le moment, ça ne joue pas le rôle que les économistes aimeraient voir jouer.
à cette procédure, parce que normalement, pour un économiste, ça amène à se poser de bonnes questions, de faire une évaluation socio-économique. Et quand c'est fait par un bureau d'études externe, évidemment, jamais le directeur d'hôpital se pose les bonnes questions qui seraient censées se poser. Et puis surtout, il constate qu'il y a des porteurs de projets qui sont très démunis, faute de culture économique ou de guides tout simplement de France Stratégie ou des guides ministériels. Et donc l'exercice se réduit vraiment très souvent à une formalité, ce qui gêne beaucoup le CGI. Les préconisations, c'est de préciser le champ d'application et le réélargir dans l'esprit initial de la loi. Donc c'est lutter contre ce mouvement de grignotage des juristes. Je ne sais pas avec combien de personnes je me suis fâchée dans la salle, on verra. Deuxième recommandation, renforcer les moyens du CGI, ça c'était un message pour mon chef. Encourager la publication des contre-expertises. Essayez de demander à la DGOS un rapport de contre-expertise, bon courage. J'ai découvert que par moment, ils ne l'avaient même pas envoyé au porteur de projet, au directeur d'hôpital concerné, et donc dorénavant, je diffuse moi-même aux personnes concernées. Et puis surtout, développer la gouvernance de la méthodologie sous l'égide, sous l'égide de France Stratégie. Donc c'est prendre l'institution qui historiquement a toujours fait les méthodes et lui demander de les compléter pour que le CGI puisse avoir un référentiel. Il y avait l'idée très forte pour l'IGF que certains organismes font à la fois les méthodes, l'évaluation et la contre-expertise. C'est un organisme qui s'appelle la MAP, la mission d'appui au partenariat public-privé, a beaucoup exagéré dans ce sens. Et donc, c'est un exemple repoussoir. La MAP n'existe plus. Hein. Elle a été transformée et maintenant, le problème de conflit d'intérêts a été un peu nettoyé. Et donc, l'IGF était très sensible à cet argument de on ne doit pas faire les méthodes, aider les ministères à faire une évaluation pour après juger nous-mêmes que nos méthodes sont fabuleuses et que la façon dont on a guidé les ministères est extraordinaire. Et donc, il faut garder ces institutions différentes. Et puis, une préconisation qui va être difficile à mettre en œuvre, mais c'est un objectif, hein, trouver à l'évaluation socio-économique une place le plus en amont possible dans l'élaboration et la décision des projets, voire même obtenir qu'on soit associé à l'élaboration des programmes. Qu'est-ce que c'est les programmes? C'est des ensembles de projets. Alors ça peut être l'achat de tablettes numériques dans chaque département. Dans chaque département, c'est en dessous de 20 millions d'euros. Et comme c'est des marchés publics différents, on nous raconte qu'il n'y a pas d'histoire. En fait, la décision d'acheter dans tous les départements des tablettes numériques dépasse très, très largement les 20 millions d'euros. Et ça peut être considéré comme un programme. Donc l'idée, c'est de dire qu'il faut que le CGI ait pris sur les programmes. Un autre exemple de programme, c'est lorsqu'une ARS, parmi les multiples projets d'investissement que ces établissements peuvent avoir, et je peux vous dire que la demande est plus forte que ce que les capacités budgétaires permettent, ils font alors ce qui s'appelle des schémas régionaux d'investissement de santé, ils font des priorités. Et là, il y a probablement une place à prendre pour l'évaluation socio-économique. Les économistes doivent pouvoir aider à faire de l'analyse multicritère un petit peu intelligente pour que les vraies urgences soient traitées le plus vite possible et qu'on ne voit plus. On a vu récemment en contre-expertise le CHU de Caen. C'est une tour qui menace d'être fermée d'un instant à l'autre. C'est étonnant que ce projet n'ait pas été présenté plus vite pour reconstruire très rapidement cet hôpital. C'est une tour amiantée, c'est un vrai bonheur. Alors, quels sont les approfondissements que le rapport de l'IGF a proposés? Ils ont d'abord regardé l'évaluation socio-économique dans les processus décisionnels. Alors, ils ont établi, grâce à de nombreux exemples à l'étranger, où il y a, dans les pays anglo-saxons et dans les pays nordiques, une plus grande appétence pour l'évaluation socio-économique, une plus grande culture économique. Ils ont établi que ça avait un grand intérêt que, à des étapes importantes d'avancée d'un projet, ce soit éclairé par de l'évaluation socio-économique pour que le décideur sache un peu ce qu'il est en train de faire. Et c'est d'autant plus utile que le processus est vraiment bien scandé. Alors, il se trouve que dans le domaine des hôpitaux, ce domaine va être pris en exemple parce que le ministère du Budget le prend tout le temps en exemple, et le ministère du Budget adore le Copermo, donc le budget voudrait voir des Copermo partout.
Et donc, le Copermo est présenté comme l'exemple d'un processus qui est scandé, où on voit d'abord une première fois le dossier, on vérifie quelques grands critères, et puis on le revoit une deuxième fois, une fois qu'il a été retravaillé, et là, on le valide. Et donc, il a été... l'IGF a considéré que ça, c'était la bonne façon de procéder, et donc beaucoup de ministères vont se voir prescrire un comité où ils invitent la direction du budget pour entendre sa position sur les projets qui sont présentés. Deuxième approfondissement, l'inventaire. Alors l'inventaire, ça n'a pas l'air passionnant. Bon, ce qu'ils disent très clairement, c'est qu'il sera d'autant plus pertinent qu'il sera exhaustif. Alors je vous raconte juste une histoire. Pour lancer l'inventaire tous les ans, nous envoyons une lettre à la ministre demandant de bien vouloir faire l'inventaire. Et puis il se trouve que du côté des hôpitaux, comme le processus est très structuré du fait du Copermo, on a une instruction qui fait qu'il y a un processus d'inventaire habituel. Et donc du côté des hôpitaux, on a un processus d'inventaire structuré qui marche, qui est un peu complexe, parce que l'établissement donne sa fiche à l'ARS, qui l'envoie au CGI et à la DGOS, et puis quand il y a une relecture ou une remarque du CGI, ça redescend et puis ça remonte. Donc bon, c'est pas forcément simple, mais ça respecte les habitudes de la santé. Comment vous dire, quand au mois d'août, alors que l'inventaire se fait en juin, nous recevons un courrier du ministère de la Santé nous expliquant qu'il n'y a aucun projet déclaré à l'inventaire, alors qu'on a 60 fiches projets déclarées pour les hôpitaux, on sait qu'il y a manifestement des difficultés et on est absolument certain qu'il y a autre chose que des projets d'hôpitaux parmi les projets d'investissement du ministère de la Santé. Il y a une volonté, pour le moment, de ne pas se poser la question. Et donc cette lettre nous fait toujours beaucoup rire. Et on répond en disant que l'an prochain, on fera mieux. Puisqu'ils ont oublié de nous déclarer au moins les fiches des hôpitaux. La nouveauté en 2017 pour les hôpitaux, je vous ai dit qu'il y avait un petit problème d'articulation entre la circulaire Copermo et les pratiques du CGI. Pour le moment, dans l'inventaire, on ne voit que les projets qui ont été déjà approuvés par les ARS. Donc ils ont une grande chance de se faire parce qu'ils ont été approuvés préalablement par l'ARS. Et là, l'inventaire ne joue pas son rôle, parce que l'inventaire, c'est de repérer tous les projets sur lesquels on est en train de dépenser de l'argent pour faire des études. Et donc, on va étendre le champ en disant aux ARS, vous devez interroger tous les établissements de santé, et vous allez ainsi découvrir tout ce qu'ils sont en train de vous préparer et tout ce à quoi ils sont en train de rêver. Donc on voit bien que le nombre de projets qui vont être déclarés à l'inventaire va augmenter du côté des hôpitaux. Alors, une incidente sur l'inventaire 2016, pour essayer de vous convaincre que finalement, ce n'est pas inintéressant de regarder. Dans l'inventaire global, on avait 557 projets et on sait qu'on est incomplet. On avait pour 156 milliards d'euros, donc ça commence à faire de belles sommes. Le coût médian du projet, il est de 100 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où il y a des petits projets, et puis il y a des endroits où il y a des monstres. Les infrastructures de transport, c'est des monstres. Un bout de TGV, un tronçon du Grand Paris Express, c'est tout de suite des milliards. Donc évidemment, ça tire vers le haut. Et puis c'est difficile de nous dissimuler les projets à plusieurs milliards. Donc il y a ça aussi, c'est que ça c'est quand même difficile de nous les cacher. Et puis sur ces 157 projets, il y en avait 88 qui étaient censés démarrer en 2016. Pourquoi est-ce que je dis censés? C'est parce qu'en revanche, en général, entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait effectivement, il y a toujours un décalage dans le temps et ça ne démarre pas toujours exactement en 2016. Alors, quelle était la part des hôpitaux dans l'inventaire global? Eh bien, les hôpitaux représentaient 60 projets, donc 12% de l'inventaire. Le coût global était de 9 milliards d'euros, donc 6% seulement de l'inventaire. Là, on retrouve le fait que, en moyenne, et en médiane, les projets des hôpitaux ne sont pas si coûteux que ça relativement à ce qui peut se passer dans d'autres ministères. Et puis, il y avait quand même 18 projets qui allaient démarrer leurs travaux en 2016. Et là, par contre, c'était un peu plus crédible. Et donc, 20% des projets qui devaient démarrer en 2016 étaient des hôpitaux. Alors, il y a des choses un peu rigolotes qu'on peut faire à partir de cet inventaire. Quand on connaîtra un peu mieux les projets dès qu'ils sont lancés, dès que les études de faisabilité sont lancées,
on pourra mieux préciser combien de temps dure la première phase. Mais ce qu'on a pu repérer, c'est en gris clair, vous avez le temps des études de faisabilité. En gris un peu plus foncé, vous avez le moment où on commence, on a approuvé le projet dans son principe, mais on est encore en train d'affiner les études, voire de chercher le financement. Et en noir, vous avez la durée de réalisation du projet. Alors ce sont des moyennes. Pour les hôpitaux, dans l'inventaire, je commence à 20 millions, je termine à 1 milliard. D'accord ? Le plus gros projet de reconstruction hospitalière, il est, pardon, j'ai exagéré, de 976 millions d'euros tout de même. Eh bien, donc, ce que vous pouvez observer sur ce schéma, c'est que sur les hôpitaux, la procédure est relativement rapide. Alors que sur les infrastructures de projet, comme on fait un débat public, puis une enquête publique, ça donne plein d'occasions à des hommes politiques d'annoncer des choses bien avant qu'elles soient réalisables, bien avant qu'elles soient finançables. Et donc, on a des délais complètement délirants entre le moment où on commence à étudier un projet et le moment où on le construit, au risque d'avoir des prévisions de trafic qui ont complètement changé. Et au risque d'avoir des études préalables qui ne sont plus pertinentes. Un aéroport dans l'ouest de la France, par exemple. Donc, on voit des choses comme ça qui sont intéressantes, et les hôpitaux sont plutôt un peu plus rapides que l'ensemble, pour sortir de terre. Les deux approfondissements, c'est ma dernière slide, je me suis laissée, voilà. Donc les deux autres approfondissements du rapport de l'IGF, c'est de regarder le processus de contre-expertise. Alors, ils ont partagé avec nous le fait que l'objectif, c'était bien l'amélioration de la qualité des évaluations socio-économiques. Donc ils ont dit, c'est dommage, souvent dans un dossier, il n'y a pas d'évaluation socio-économique, mais ils sont d'accord sur le fait qu'on ait l'aiguillon pour faire progresser. Ils ont considéré que la procédure qu'on avait mise en place était correcte, avec un problème sur les marchés publics, mais globalement que c'était correct. Ils ont lu en détail les 42 premiers rapports qu'on avait faits. Et ils ont constaté la forte hétérogénéité du contenu des rapports de contre-expertise, mais ils ont compris que ça reflétait l'hétérogénéité des dossiers et des évaluations de projets. Il y a des ministères où on nous donne tout sauf des aspects économiques. Pour les hôpitaux, en revanche, le portrait est très différent. Du fait qu'il y a la circulaire Copermo, qu'il y a la circulaire Copermo, les fiches techniques et la doctrine est publiée dorénavant sur le site du ministère de la Santé. Donc vous avez des références claires là-dessus. Pour les hôpitaux, du fait qu'il y a ce passage par un comité national, vous avez des dossiers très homogènes, avec des indicateurs très comparables, et donc ça permet aussi de regarder et de comparer les projets qui nous sont présentés. En revanche, la démarche d'évaluation socio-économique, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle est encore incomplète. Pour les contre-expertises, l'IGF considère qu'elle mériterait une beaucoup plus forte diffusion. Alors, que se passe-t-il? Quelle est cette histoire? En fait, le décret prévoit que s'il y a une enquête publique, le rapport de contre-expertise et l'avis du CGI sont automatiquement des pièces du dossier d'enquête publique. Mais il n'y a pas toujours d'enquête publique. Et dès qu'il n'y a pas d'enquête publique, comment dire, le ministère a une tendance à rester extrêmement discret sur ce qui est signalé dans le rapport de contre-expertise ou dans l'avis du CGI. Il est vrai qu'un rapport de contre-expertise, ça souligne les faiblesses, par définition. Donc c'est pas toujours agréable à lire. Dernier approfondissement, ils ont beaucoup réfléchi à la méthodologie de l'évaluation socio-économique une fois qu'ils avaient constaté qu'on avait des dossiers sans évaluation socio-économique. D'où la difficulté, les états d'âme qu'on peut avoir sur la loi qui dit il y a une évaluation socio-économique et notre constat quotidien qui est que de temps en temps, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas du tout. Donc, une première idée très importante, c'est que c'est quelque chose de distinct de l'évaluation financière. Or, la seule chose qui intéresse le budget, c'est l'évaluation financière. Et le budget et le CGI sont dans des positions compliquées, puisque le budget a tendance à considérer que l'évaluation socio-économique, ça peut être intéressant pour trouver des arguments contre, mais que fondamentalement, on n'en a pas besoin, et que seule l'évaluation financière pour regarder les futurs coûts au fonctionnement est pertinente.
Donc, ça gêne beaucoup le CGI parce que le budget et quelques autres administrations entraînent une confusion. La direction de l'immobilier de l'État, par exemple, est en train d'obtenir une confusion fabuleuse en disant voilà comment faire une évaluation financière, c'est une évaluation socio-économique. Donc on a des problèmes de vocabulaire importants. Et je vous l'ai déjà dit, le CGI souhaite exprimer les difficultés de méthode, mais ne pas définir la méthodologie. À l'étranger, on trouve de nombreux référentiels partagés. Il y a plusieurs contre-expertises où on a fait le coup de dire au ministère, au porteur de projet, ok, donnez-nous le projet tel qu'il est, on va vous poser quelques questions complémentaires. Et puis j'ai dit au contre-expert, regarde, la méthode, je l'ai trouvée parce que l'Allemagne, les Pays-Bas, la NASA, etc., ils le font, donc je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Et en plaquant la méthode, ils ont fait, pendant le temps de la contre-expertise, l'évaluation socio-économique du projet. Ce qui met le CGI en position de force, parce que la deuxième fois qu'on nous présente un projet de ce même type, on dit non, alors maintenant qu'on a démontré que c'était faisable, vous le faites. Tout simplement. Donc c'est très utile de voir qu'à l'étranger c'est possible, donc en France c'est possible. Depuis 2013, dans de très nombreux avis, nous renvoyons vers France Stratégie en disant ce serait à France Stratégie d'orchestrer la progression des méthodes au sein des ministères. Bonne nouvelle, suite au rapport de l'IGF, en janvier 2017, je ne vais pas exagérer, en janvier 2017, ce comité d'experts sur les méthodes d'évaluation socio-économique vient d'être créé, et donc nous avons bon espoir que les questions existentielles que nous nous posons pour faire de l'évaluation socio-économique puissent être instruites par ce comité d'experts et que donc on dispose de références un peu plus solides pour pouvoir faire notre job. Alors, la première chose, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les mesures de la qualité de la vie, de la réduction de la morbidité ou de la réduction de la mortalité? Même si on fait l'option de référence et qu'on se pose la question de qu'est-ce qui se passe si on réhabilite l'hôpital ou si on le ferme, versus qu'est-ce qui se passe si on le reconstruit. On a une difficulté, c'est qu'en France, l'offre de soins est quand même importante. Et donc, vous aurez peu d'hôpitaux qui oseront vous dire que s'ils ne réhabilitent pas ou s'ils ne reconstruisent pas, les patients ne seront pas soignés. On trouvera forcément une solution. Et donc, essayer de réfléchir, c'est parce que l'offre de soins est vraiment importante en France que l'on peut considérer que quoi qu'il arrive, ils trouveront une solution s'ils ne la trouvent pas. Si jamais l'hôpital de Caen est obligé de fermer en extrême urgence, on trouvera des solutions. C'est absolument évident. Et donc il y a une difficulté. Alors on voit bien qu'on aura quand même un petit effet sur la mortalité, hein, parce qu'il y en a qui décéderont dans l'ambulance avant d'arriver au CHU de Rouen. Hein. Mais c'est difficile de caractériser combien de personnes on va réellement sauver avec un hôpital reconstruit. Et donc, c'est pas si facile que ça à utiliser dans le cas des projets d'investissement. Donc on y réfléchit, hein, mais, et puis c'est d'autant plus difficile qu'un directeur d'hôpital ne se voit pas tuer des malades. Hein, donc lui parler il a du mal à dire combien de malades il va perdre si un service ferme. Le coût et le vrai coût, alors ça c'est une bonne question. Dans le domaine des transports, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a ce qu'on appelle les bilans LOTI. Dans le domaine des transports, avant de créer une infrastructure de transport comme un TGV ou une route, etc., qui sont des projets extrêmement coûteux, hein, donc c'est pas absurde de les évaluer, on fait des estimations de coûts. Et dans le domaine des transports, 3 à 5 ans après la mise en service de l'infrastructure de transport, on doit comparer la réalité à la prévision. Et ça, c'est fabuleux, parce que la boucle qui permet de comparer le projet réalisé à la prévision, elle est extrêmement instructive et elle aide beaucoup à se donner des ordres de grandeur. Alors moi, je m'appuie là-dessus. Quand on fait ces comparaisons dans les bilans LOTI, on trouve que souvent le trafic est surestimé de 10 à 20%, que souvent le coût est sous-estimé de 10 à 20%,
Donc quand j'ai un porteur de projet à qui je dis « Oh, on va faire une petite variante avec un trafic de 20% de moins et un coût de 20% de plus », il me regarde effaré en disant « Mais non, enfin c'est complètement irréel ». Il se dit « Ah, désolé ». La pratique montre que dans le domaine des transports, ça arrive. Donc on va faire le scénario catastrophe. Dans le domaine des hôpitaux, c'est un sujet qui est déjà regardé par l'ANAP. Et donc l'ANAP a fait des études rétrospectives et a comparé les prévisions de coûts aux réalisations de coûts. Ils ont trouvé des choses, et ils ont aussi regardé les délais. Et donc ils ont trouvé que finalement, quand on est en maîtrise d'ouvrage public, en contrat de conception-réalisation ou en PPP, eh ben, on ne tient pas les coûts et les délais de la même façon. Et donc, globalement, les partenariats publics-privés permettent de tenir largement les délais, mais à un coût supérieur. Et la MOP, les délais dérapent, les coûts pas forcément. Voilà. Donc, ils trouvent des choses assez contrastées et intéressantes. Donc, d'avoir des référentiels, ça c'est quelque chose sur lequel le CGI se bat dans tous les endroits. On dit récupérer des coûts d'opérations récentes pour vous faire un benchmark. Il n'y a pas un enthousiasme immodéré pour faire ça. Ça se fait spontanément du côté du ministère de la Justice, par exemple. Ils ont une très belle base et ils savent l'utiliser. Disons du côté de l'enseignement supérieur, pourtant on a dépensé quelques milliards du côté des universités pour son patrimoine, et le patrimoine n'est quand même pas encore en bon état. Eh bien, il y a une forte réticence à mettre cette base à disposition de tous. Elle existe, mais on n'a pas trop envie de la faire circuler. Bon, moi j'ai tendance à penser que c'est parce qu'il y a quelques opérations un peu gênantes. Donc, sur les dérapages, c'est une vraie question. Il y a un projet pour lequel on a signalé avec constance qu'il y avait un problème d'évaluation des coûts et qu'ils étaient sous-évalués, c'est le Grand Paris Express. On a demandé à ce qu'il y ait un observatoire des coûts qui soit créé pour qu'on se rende compte dès le premier tronçon qu'il y avait des difficultés et que les coûts allaient déraper. Pour le moment, ça n'a pas été suivi des faits, mais comme on passe cette note et ce constat à chaque responsable qu'on rencontre, on finira par rencontrer un écho. Donc vous avez parlé des projets que vous ressentiez dans l'inventaire, des projets d'hôpitaux. On se tutoie. Et donc d'autres projets auxquels vous n'aviez pas accès et auxquels le ministère de la Santé a accès. Je me demandais quel était le type de projet que vous ne voyez pas encore passer et dans quelle mesure c'est des projets qui pourraient être concernés par l'évaluation socio-économique. Alors, on a un article de loi qui est très général parce qu'un projet d'investissement, ce n'est pas forcément un projet immobilier. Donc, du côté du ministère de la Santé, ce que je soupçonne, c'est que du côté du médico-social, il doit quand même de temps en temps y avoir un peu plus de 20 millions d'euros d'investissement. Que du côté des locaux du ministère, non, ils ont été refaits, mais que du côté des locaux des ARS, il est bien possible que de temps en temps, il y ait une opération de 20 millions d'euros. Mais on ne se limite pas au projet immobilier. Les questions qu'on peut se poser, on couvre tous les établissements publics. Donc il pourrait y avoir de très coûteux projets informatiques. C'est considéré par nous comme des projets informatiques, comme des projets d'investissement. Donc du côté de l'informatique, il pourrait y avoir des choses un petit peu coûteuses du côté de l'assurance maladie, du côté du dossier médical du patient. Enfin bon. Donc on soupçonne qu'il y a quelques dossiers importants. Et puis après, se pose la question de l'équipement. Si on fait, comme l'IGF le recommande, des regroupements d'achats, et l'IGF dit explicitement l'achat de tablettes numériques pour les enfants, on doit le regarder au niveau de la France pour se poser la question de est-ce que c'est une bonne idée ou pas. À ce moment-là, les achats d'IRM et de quelques équipements un petit peu coûteux pour les hôpitaux, si je fais des regroupements, on va mécaniquement arriver à se poser des questions sur quel est le bon taux d'équipement dans l'IRM, par exemple. Je pense que ce serait une jolie étude. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, celui-là marche. Bonjour, merci. J'avais deux petites questions. Vous avez parlé de la vanne et j'aimerais savoir quel taux vous utilisez. Quel est le taux choisi? Alors,
en évaluation socio-économique, attention, on n'est pas en évaluation financière. En évaluation socio-économique, on raisonne en euros constants et non pas en euros courants. Et en euros constants, le rapport Quinet, alors, ça passe par un long raisonnement qui dit c'est 2,5 plus 2 fois 1. Mais donc, globalement, dans le doute, on utilise 4,5. La question du taux d'actualisation, c'est une question complexe, parce qu'il faudrait le réévaluer assez régulièrement, ce taux. Or, tant que France Stratégie ne fait des opérations de réactualisation que tous les 10 à 12 ans, pendant 4 ans, on est à peu près pertinent, et puis pendant 4 à 5 ans, on est avec des taux délirants. Donc, par le passé, on a eu un taux, par exemple, à 8% en France, qui restait très longtemps alors qu'il était complètement décalé par rapport au marché financier. Et donc, actuellement, la règle de calcul officielle, c'est 2,5% plus 2 fois le bêta, et le bêta, c'est un paramètre qui est lié au secteur. Et tant que France Stratégie n'a pas pris le temps de calculer le bêta pour les hôpitaux, par défaut, on doit prendre bêta égale 1. Le bêta, c'est la corrélation entre les recettes que vous allez avoir dans les hôpitaux et le PIB de la France. Quand vous avez une relance en France et que le PIB va extrêmement bien, que la conjoncture est très forte, il y a beaucoup plus de monde dans les infrastructures de transport. Et donc il y a des projets sur lesquels les recettes augmentent et sont très sensibles à la conjoncture. Et puis il y a des projets sur lesquels les recettes sont constantes, quoi qu'il arrive. Et donc à ce moment-là, le bêta est plus faible. Donc il faut... voilà. Et donc dans le domaine des hôpitaux, on n'a pas encore calculé le bêta, mais il y a un joli sujet. Hein. Donc dans le doute, 4,5. La première des questions, c'est de savoir en fait ce que le secteur de la santé peut apprendre d'autres secteurs en matière de calcul socio-économique et l'inverse. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être apprises du secteur de la santé vers les autres secteurs, en particulier lesquels? Elle n'est pas si facile que ça, cette question. Par rapport à Daniel, là, je suis obligée de réfléchir un peu plus. Et puis, une autre question qui est aussi, je pense, très, très importante, lorsque les investissements ne sont pas effectivement seulement de l'immobilier, mais éventuellement des investissements dans des machines qui vont produire à la fois des services, mais aussi de la recherche et du développement dans une logique de partenariat public-privé. Comment est-ce qu'on s'assure d'un bon partage, in fine, de la valeur ajoutée par le partenariat public-privé? Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on a cet équilibre entre le public et le privé, ou est-ce qu'on a peut-être à réfléchir à un meilleur retour sur investissement pour le secteur public? Alors, les échanges croisés entre secteurs. Non, d'abord, un petit remords. Non seulement il arrive qu'on sous-évalue les coûts, pour répondre à Daniel, non seulement il arrive qu'on sous-évalue les coûts, mais souvent, lorsqu'on regarde un projet d'hôpital, alors moi je me bagarre pour qu'on ne mette pas uniquement le hors-taxe travaux, mais qu'on n'oublie pas qu'il va falloir équiper le nouveau bâtiment, pour essayer de prendre un vrai coup. Mais souvent, il y a d'autres investissements connexes indispensables. Par exemple, il faut que l'hôpital soit desservi par les transports en commun. Et donc souvent, dans le coût d'un projet, on ne le compte pas, mais il est absolument indispensable que d'autres projets se réalisent. Et ça, c'est une question un peu compliquée. Alors, je vais donner un seul exemple qui parlera à ceux d'entre vous qui sont étudiants. Le plateau de Saclay, c'est fabuleux. Mais alors, pour y aller par les transports en commun, il y a un petit sujet quand même. Et donc, toutes les écoles qui se sont implantées et qui sont en train d'ouvrir sont toutes très inquiètes et ont fait le pari que les transports allaient arriver, et c'est absolument vital. On a fait le même pari quand on a vu ces projets en contre-expertise. Et donc, les projets connexes peuvent parfois être très importants. Encore une fois, sur le métro, le Grand Paris Express qui a été prévu pour desservir le plateau de Saclay, on est en milliards. À peu près la moitié du coût du plateau de Saclay, c'est le projet de métro si on réalise comme on l'a prévu. Si on réalise comme on l'a prévu. Donc, les échanges croisés entre secteurs, c'est la première fois que je me pose vraiment la question, mais en même temps, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je cite tout le temps la santé comme disant sur le fait qu'ils ont des méthodes d'évaluation, ils ont des référentiels, ils ont des benchmarks. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est pas le ministère sur lequel on tape le plus en matière d'évaluation socio-économique,
Parce que nous, déjà, il a fallu le temps d'apprentissage des référentiels et des méthodes qui étaient utilisées par le secteur des hôpitaux. Et donc, on n'est pas dans le vide, on n'est pas dans l'arbitraire le plus total, du moins quand ensuite le décideur public écoute. Mais il y a une instruction technique approfondie qui fait que j'ai assez confiance. Normalement, on ne doit pas reconstruire trop de lits. Normalement, on doit reconstruire un nombre suffisant de places pour l'ambulatoire. Normalement, on doit avoir des blocs opératoires et des plateaux techniques qui seront utilisés quasiment à leur capacité. Donc, on aura vraiment optimisé l'usage des locaux. Donc, sur les benchmarks, comme sur des méthodes autres que l'évaluation socio-économique, le monde de la santé est plutôt bon. Qu'est-ce que je peux importer des autres secteurs? Les prévisions d'activité des hôpitaux sont faites en tenant compte à la fois de la démographie et du contexte concurrentiel, pour parler des autres établissements de santé environnants ou un peu plus lointains, parce que de temps en temps, quand on a un cancer, faire 1 heure de route, c'est pas un problème. Et donc, il y avait pour moi une analogie évidente avec les modèles de trafic dans les infrastructures de transport. Et bien, c'est pas sûr qu'il faille formaliser autant que les modèles de trafic dans les infrastructures de transport. Et donc, je me pose un peu la question. Quelles sont les marges, quelles sont les sources d'inspiration des autres secteurs? Dans le domaine des transports, on fait des hypothèses explicites sur l'évolution des tarifs et sur l'évolution d'un certain nombre de grandeurs macroéconomiques. J'avoue ma grande surprise de voir que dans de nombreux dossiers d'hôpitaux, on fait des projections financières. Normalement, ils doivent les faire jusqu'à 10 ans après la mise en service du nouvel hôpital pour vérifier que le budget flotte à peu près et que, en tout cas, une fois l'investissement passé, avec les subventions, tout se passe bien et que l'hôpital devient plus rentable qu'il n'était avant. Ces projections montrent toujours un avenir radieux. Mais de temps en temps, quand on creuse un peu, il y a des hypothèses extrêmement étonnantes et qui posent question. J'en ai parlé au ministère de la Santé qui me dit non, on n'est pas dans la bonne situation pour mettre des hypothèses de référence, mais c'est vrai que ce serait intéressant de faire systématiquement des projections budgétaires avec des hypothèses sur l'évolution de la tarification à l'activité. En général, on considère que les tarifs sont constants. C'est un petit peu optimiste, je pense. En général, on considère que les salaires des personnels médicaux et non médicaux sont constants. Et alors là, le gel du point de l'indice de la fonction publique, il a duré 5-6 ans, mais il a fini par exploser. Et les mesures catégorielles nationales vont être nombreuses, et je ne peux pas croire que les médecins, les chirurgiens, les infirmières, les aides-soignants, le personnel non médical ne verra pas des options de revalorisation. Et donc, c'est pas crédible de dire dans 15 ans, ils seront au même salaire. Je ne peux pas y croire. Donc là, il y a une difficulté. Le ministère de la Santé est très gêné. Ils disent, si on sort une évolution sur la tarification de la T2A, derrière, les syndicats vont immédiatement nous l'opposer et on est dans une nasse. Donc, c'est contre-productif. Et donc, la seule solution qu'on envisage pour le moment, c'est une solution qu'on a employée dans les transports, qui est de dire, vous pouvez faire les hypothèses que vous voulez, mais s'il vous plaît, vous faites aussi une projection financière avec telle hypothèse de T2A, même si elle ne vous plaît pas, et telle hypothèse d'évolution des salaires, même si elle ne vous plaît pas. Donc, on fait un test de sensibilité et on voit à quel point vous êtes planté. Et donc ça, avec la complicité de France Stratégie, c'est probablement envisageable, et de salut public, parce que tout le monde se mettrait sur des hypothèses un peu plus réalistes. Je vais sûrement avoir des idées, en sortant de cette salle, j'aurai des idées d'autres échanges croisés entre secteurs. C'est nul, c'est normal. Sur les machines, sur les investissements en machines, sur la recherche-développement et entremêlés avec les PPP. Alors, sur les PPP, je vais me défiler. En théorie, il y a une institution qui s'appelle Finafra,
qui regarde parfaitement bien les montages juridiques et financiers lorsqu'il y a du partenariat public-privé et qui est censé faire de l'accompagnement juridique de façon à ce que le contrat soit bien rédigé. Cette institution, par exemple, ose dire que le scandale du Sud francilien, ils n'y sont pour rien parce que c'est pas eux qui avaient examiné le contrat. Donc cette institution tient des propos un peu étonnants. Comment dire, il y a un rapport de l'IGF absolument explosif sur le PPP et donc il n'est jamais sorti. Il dit globalement que le fonctionnaire est naïf et qu'un contrat est un contrat. Et que le fonctionnaire pense que bon, ça va s'arranger, qu'il va pouvoir se renégocier. Regardez ce qui s'est passé sur les concessions des autoroutes. Ça ne s'est pas renégocié facilement. Et leur affaire montre que les plaisanteries de dire « Allez, je gèle le tarif des péages », ça a coûté extrêmement cher. Et qu'on aurait mieux fait de ne pas dire « Oh, on gèle les tarifs des péages ». Un contrat est un contrat. Et le privé sait bien les rédiger et sait parfaitement appliquer les clauses. Donc, les PPP, pourquoi pas, y compris avec des clauses intelligentes de partage. Mais surtout, faites attention au contrat. Il s'opposera à vous. La R&D, ça c'est quelque chose sur lequel l'IGF veut nous emmener et qui me pose vraiment des difficultés. Au sens de la comptabilité nationale, internationale. Je parle d'Eurostat, par exemple. Les choses ont changé. Et les dépenses de salaire des chercheurs ne sont plus considérées comme des dépenses de fonctionnement, mais comme des dépenses d'investissement. Vous êtes de l'investissement. Si je vais jusqu'au bout de cette logique, ça veut dire qu'un projet de R&D, c'est un projet d'investissement. Et donc, en plus, ça rentre sous la coupe de « je fais un dossier d'évaluation socio-économique et je passe en contre-expertise au CGI ». Bon, pour le moment, on a vu des équipements de recherche, on n'a pas encore vu des projets de recherche. Mais l'IGF nous pousse très très fortement en disant « vous devriez secouer le ministère de la Recherche ». Ça mettrait un bien fou, ça mettrait énormément d'air là-dedans, dans le système. Ça changerait les habitudes, ça changerait probablement les priorités. Donc essayez d'être cohérent avec l'idée de la Contanat qui dit que les dépenses des chercheurs sont des dépenses d'investissement. On a corrigé le PIB en France. L'INSEE a recorrigé le PIB en fonction de ça. Considérez-les comme des projets d'investissement, réfléchissez à la méthode d'évaluation socio-économique et commencez, que le CGI commence un peu à mordre ce qui se passe du côté des projets de R&D. Comment dire, ni le ministère de la Recherche, ni les établissements publics de recherche, qui sont les organismes de recherche nationaux, sont extrêmement bien structurés en France, ne sont enthousiastes de cette idée. Donc si j'arrive à le mettre dans un projet de circulaire, je crains que le lobbying ne soit efficace par la suite. On va essayer, doucement, mais c'est pas gagné. Mais donc, la R&D, c'est une activité compliquée, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les résultats. Et donc les bénéfices, ils ne sont pas certains, mais c'est quand même intéressant de faire de l'évaluation socio-économique. Mais est-ce qu'il faut la faire au niveau du programme de R&D ou au niveau de chaque projet de R&D? C'est une vraie question. Alors là, je vais prendre ma casquette. Au CGI, tous mes collègues s'occupent du programme des investissements d'avenir et donc ils dépensent, globalement, ils veillent à ce que 57 milliards d'euros soient correctement dépensés sur des projets. Mes collègues ont... Il y a une doctrine sur le PIA qui dit qu'il y a des actions sur lesquelles on a un comportement volontairement plus risqué que ce que l'administration ferait spontanément. Et comment on se permet de faire ça? Tout simplement, au lieu de dire on vous donne de la subvention et puis voilà, et puis ça marche pas, on pleure, et puis ça marche, tant mieux, et vous touchez le jackpot. Ce qu'on a institué, c'est non seulement des subventions, mais des avances remboursables. Alors comment vous dire, c'est pas populaire, les avances remboursables. Mais c'est le principe de dire, si ça marche pas, tu rembourses pas. Si ça marche correctement, tu rembourses un peu. Si ça surperforme, alors là, c'est le jackpot. Pour nous aussi, pour l'État aussi. Et le pari, c'est de dire, pour chaque action, sur la masse de projets qu'on sélectionne, dont certains sont risqués, on pense que globalement, les recettes sur les quelques jackpots vont compenser les pertes
sur les projets qui vont planter. Et ça, je pense que c'est une source d'inspiration pour essayer de se lancer dans l'évaluation de la R&D. Et donc pas être sur le micro-projet, mais essayer de réfléchir au niveau d'un programme. Alors moi j'ai eu une dernière question. Alors, là que vous l'avez mentionné pendant, je pense, 2 fois, vous parlez de l'incertitude. Ouais. Alors, dans le cadre d'une analyse socio-économique, je trouve que insérer cette incertitude doit être quelque chose qui est fait. Donc, d'abord, je ne sais pas si elle est faite. Et deuxièmement, c'est comment on transmet cette incertitude aux décideurs pour qu'ils comprennent que ça existe et que c'est vrai. Alors, tout à l'heure, je vous ai fait un raisonnement compliqué. Je n'ai pas répondu droit en disant le taux d'actualisation, c'est 4,5%. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un raisonnement qui passe par l'incertitude. Et donc, en employant un taux d'actualisation à 4,5%, on embarque le fait qu'il y a de l'incertitude sur les projets. Et donc, il faut se prémunir et prendre des taux d'actualisation assez élevés. Donc, dans le choix du taux d'actualisation à 4,5%, il y a un raisonnement sur le risque qui est embarqué. CF Christian Gaulier, c'est la dérivée du troisième ordre. Moi, j'ai le second ordre, l'accélération, j'ai bien compris. Troisième ordre, j'ai plus de mal. Bon. Non, mais... voilà, bon. Mais, voilà, donc, l'évaluation socio-économique ne s'en désintéresse pas. Et le taux à 4,5% permet normalement d'éviter de faire beaucoup trop de projets trop risqués. Sachant qu'il y avait eu une réflexion là-dessus, quand on a écrit le dossier, le décret sur le contenu du dossier d'évaluation socio-économique, vous regarderez en slide 5, dans le cahier des charges du dossier d'évaluation socio-économique, on a demandé à ce qu'il y ait une cartographie des risques. On a été prudent, hein, pas évaluation, pas contrôle, cartographie des risques. Autrement dit, énoncer des risques. Alors, les premières contre-expertises, c'est facile. Les gens nous ont dit, mais il va se réaliser exactement ce qui est prévu. Donc là, on les a torturés, hein, parce qu'on fait des auditions. On les a un peu torturés, on a pris 2-3 heures de réunion pour leur faire énoncer les risques. Et après, comme on considère que la cartographie, c'est déjà bien, mais que ça vaut le coup d'aller un peu plus loin, ce que l'on demande, et si ce n'est pas fait dans le dossier, on le fait sous forme d'audition, et on fait cracher l'information, c'est non seulement d'énoncer les risques, mais de faire du qualitatif. Est-ce que la proba est forte ou pas? Est-ce que le dommage serait de grande ampleur ou pas? Et après, on fait réfléchir la personne. Est-ce que la gestion de ce risque est interne ou externe? Alors ça, c'est quelque chose qui donne des choses très intéressantes pour les avis du CGI. Parce que de temps en temps, le porteur de projet, il n'y peut rien. Si la route n'est pas construite pour arriver à l'hôpital, pas de sa faute. C'était pas à l'hôpital de payer la route. Et donc, ça nous permet, nous, dans l'avis du CGI, d'interpeller l'État et de dire attention, on se lance sur tel hôpital, mais par ailleurs, il faut veiller à ce qu'il y ait des transports en commun, la route, l'hôtel, la maison pour la famille à côté. Il faut que tout le reste passe bien, sinon vous plantez le projet d'hôpital. Et donc ça donne des choses passionnantes quand on oblige un directeur d'établissement à réfléchir sur qui peut maîtriser quel risque. On essaye d'aider les personnes en leur donnant des espèces de grilles sur les risques types. Et donc du côté des hôpitaux, en réfléchissant avec le ministère de la Santé, on est arrivé à sortir une grille type et on dit à chaque fois à chaque établissement, bon, c'est des risques types, c'est pas adapté, rajoutez tout ce qui vous passe par la tête. Et ça évite d'avoir une pure évaluation de risque financier. Parce que souvent, on a juste le risque financier, perte d'activité, et ça c'est intéressant et utile, mais pas plus. Pour faire ce travail d'évaluation socio-économique, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on enseigne dans les niveaux M2 à nos étudiants et qu'est-ce que tu vois comme potentiel pour ensuite les étudiants en thèse? Est-ce que je dis que l'école d'économie de Paris envisage de créer un M2 sur l'analyse coût-bénéfice des décisions économiques?
Bon, voilà, ça c'est dit. C'est EDCBA. Ah, quand on fait chic, on fait chic. Bon. Donc, j'ai tendance à penser que dans ce M2, qui se veut multidisciplinaire, il y aura quand même les rappels un petit peu solides. Il faut faire un peu de microéconomie, fondamentalement, pour mener à bien une analyse coût-bénéfice. Hein. Et il faut regarder la façon dont on peut essayer, à partir... C'est ce que je vous ai dit, dans la démarche d'évaluation socio-économique, on essaye de qualifier les effets, déjà les énoncer. Ensuite, on peut se poser la question de les quantifier. Par exemple, si vous savez qu'il y aura une répercussion sur la biodiversité, sur les émissions de gaz à effet de serre ou sur le bruit pour les riverains, il faut essayer de demander aux porteurs de projets de le quantifier. Et après, le boulot de l'économiste, c'est de produire des valeurs à partir de ces quantifications physiques. Et ça, c'est long, et ce sont d'excellents sujets de thèse, de produire des valeurs tutélaires pour savoir valoriser à partir d'une caractérisation. Hein. Ce que les porteurs de projets font relativement facilement à cause des études d'impact environnemental, ce sont des études d'impact. Et ils arrivent à quantifier relativement loin. Sur la biodiversité, c'est compliqué parce qu'il y a des résistances, mais sinon, sur la plupart des autres grandeurs, ils arrivent à quantifier les choses. Et là, après, tout le défi, c'est nous, économistes, de nous dire bon, et ben, comment je fais une valeur à partir de ça? Et il y a du boulot, et je peux vous dire qu'il y a des tas de sujets de thèse. Il y a du boulot compliqué aussi. Dans le domaine des infrastructures de transport, de temps en temps, il y a des porteurs de projets qui disent oui, mais grâce à moi, la population, enfin grâce à mon projet, la population et les emplois ne vont pas se répartir de la même façon. Et ça emporte des conséquences qui vont très très loin. Et là, la recherche en économie, elle est un peu à la pointe, on est un peu en train d'expérimenter là-dessus. Et donc, il y a de nombreux sujets. Et sur la santé, pour ne rien vous cacher, j'ai passé quelques dossiers d'évaluation socio-économique à quelques collègues ici, en disant aidez-moi à trouver comment est-ce qu'on peut proposer des outils pour que soit les priorisations des différents projets, soit l'instruction de chaque projet, soit un peu nourrie d'évaluation socio-économique. Il y a probablement des choses à regarder du côté de la concurrence, comme j'ai parlé tout à l'heure, du fait qu'on regarde la projection démographique dans la région et qu'on regarde aussi un peu les hôpitaux environnement. Derrière, après, je peux vous dire que mes contre-experts, ils font du grand doigt mouillé, vraiment du doigt mouillé là derrière, après, pour dire combien de lits ça donne. C'est vraiment, là, il y a une espèce de saut dans le vide sur lequel je pense qu'on pourrait progresser. Et il y a des régions, les îles en particulier, où il y a des positions de quasi-monopole, alors qu'il y a des régions comme l'Île-de-France en particulier, où là, par contre, on choisit dans quel hôpital ou dans quelle clinique on va et on n'a aucune difficulté à choisir vraiment. Donc, il y a des situations très différentes et je pense qu'il y a donc beaucoup de sujets sur lesquels il faut qu'on avance pour pouvoir proposer des outils supplémentaires, donc rajouter encore des documents au dossier Copernic. Merci beaucoup Sylviane. Accompagnez-moi à remercier Sylviane Massagou pour cette présentation aujourd'hui. Merci beaucoup.